Bienvenue à toutes et à tous et bonjour. Le temps de patienter quelques minutes, je vais vous présenter le programme du Festival Online de la Data. Pour rappel, hein, c'est la deuxième saison cette année, puisqu'on a déjà fait la première en 2020, donc pendant le premier confinement. Pour celles et ceux qui veulent accéder au webinaire de la première saison, il suffit simplement d'aller sur notre site internet. Dans la rubrique webinaire, vous avez un bandeau en bas de page pour pouvoir accéder à l'ensemble des replays, pour ceux qui les aient manqués. Au niveau des prochaines dates, le festival se poursuit également sur mars. Donc là, pour terminer les dates de février, on va vous présenter un webinaire sur Tableau plus R. Donc, c'est un webinaire qui sera animé par John, data analyst de la Signal Team, justement. Et ce webinaire, en fait, aura pour but de vous faire découvrir comment Tableau révolutionne l'analytique avec R. La deuxième date qui sera justement annoncée, c'est le 4 mars, donc à 15 h. Un webinaire avec Tableau et notamment présenté par Aya, data analyst de la Signal Team également. Et elle vous parlera de Tableau Prep à la visualisation sur Tableau. Et là, vous pourrez justement comprendre comment combiner, remanier et nettoyer vos données dans une seule et même plateforme. La troisième date annoncée, c'est le jeudi 11 mars. Donc, c'est un webinaire qui portera sur Data Asso. C'est un projet citoyen soutenu par Synaptic. Et en fait, c'est un référentiel national des associations françaises. Donc, c'est Marc Salière, donc le président de Synaptic, qui vous le présentera. Je suis en compagnie de Ludovic, donc de DataRox, qui va justement vous présenter le webinaire en lien avec le data storytelling. Avant ça, j'aimerais vous présenter Synaptic comme on le fait pour chacun des webinaires. Donc, Ludovic, je te laisse la main pour changer la slide. Super. Au niveau d'une petite présentation Synaptic, on va faire très simple. On est un acteur innovant, un dénicheur de solutions et une équipe de collaborateurs engagés. On cherche justement à former un maximum nos collaborateurs et à les certifier. Ils participent en fait au quotidien aux communautés d'utilisateurs. On est des spécialistes en data management depuis maintenant plus de 15 ans et on réalise plus de 250 projets par le biais de plus de 160 clients. Voilà, pour faire simple, on est des passionnés d'open source et d'innovation. Maintenant, je vais juste vous demander de bien couper vos micros. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ludovic et Charlie y répondront justement à la fin de ce webinaire. Maintenant, je vais laisser la parole à Ludovic qui va vous faire la présentation. Bon webinaire à tous. Ok, merci pour cette introduction. Et effectivement, je pense que là, Synaptic est complètement dans son rôle de dénicheur de talent et finalement de soutien de l'innovation, puisqu'on va voir qu'on va présenter, nous, une solution qui est plutôt innovante et plutôt récente, portée par une startup qui s'appelle DataRox, dont je suis CEO et cofondateur. Et le but aujourd'hui, c'est de parler un peu de data storytelling et surtout comment peut-être mieux intégrer le data storytelling dans une stack décisionnelle. Et on va voir que c'est ça aussi tout l'enjeu et c'est pour ça qu'on a développé cette solution qui s'appelle PowerSlide. Donc, pour parler un petit peu de DataRox, on est une startup qui est spécialisée dans le développement de solutions innovantes. Donc, comme je disais, c'est il y a 2 ans, on a lancé une solution qui s'appelle PowerSlide, mais on verra que la société a un petit peu plus d'historique. Aujourd'hui, on est 10 collaborateurs répartis sur différents sites. Et on a on est engagé, on a une vraie mission qui est de simplifier l'accès à l'analyse de données et surtout au travers d'interfaces qui restent simples, design et efficaces. Donc, on vise vraiment à apporter finalement la simplicité dans l'analyse de données à des utilisateurs métiers pour faire en sorte que finalement, ça ne reste pas un métier de spécialiste. Donc, c'est vraiment ça le leitmotiv de DataRox. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est de parler de data storytelling. Et du coup, avant de continuer la présentation, on va essayer peut-être de définir en quelques mots ce que c'est que le data storytelling, puisque finalement, nous, dans la data, on aime bien le jargon. On a beaucoup de termes, data warehouse, ETL, data lake, dashboard, reporting, etc. Et le data storytelling, c'est finalement un terme de plus qu'on emmène dans ce jargon-là. Mais finalement, j'aime bien dire que le data storytelling, ça va être le dernier maillon de cette chaîne de valeur, puisque
si on fait tous ces efforts au niveau de la data, la structurer, la stocker, permettre l'analyse, etc., finalement, le but de ce travail autour de la data, ça va être la prise de décision. Comment est-ce qu'on améliore la prise de décision? Comment est-ce qu'on la rend finalement accessible au plus grand nombre et comment on la simplifie? Et du coup, ça, on a plusieurs façons de le faire, mais une des façons de le faire, c'est de présenter finalement efficacement la donnée. Ces dernières années, on a souvent parlé finalement de tableaux de bord interactifs, de dashboarding, de data visualisation, qui est finalement un outil qui va participer à la conception d'un data storytelling, puisque le data storytelling va aller beaucoup plus loin que ça, finalement en englobant cette data-là dans une histoire qui va permettre de convaincre son audience. Et finalement, le leitmotiv du data storytelling, ça va être de pouvoir convaincre grâce à de la donnée. Finalement, on va pouvoir rassurer l'utilisateur puisque tout ce qu'on va montrer finalement sera factuel et sera logué. Au travers de l'histoire, finalement, on va engager son audience puisque toute l'idée, c'est justement de sortir un peu dans le cadre d'une présentation qui, des fois, peuvent être plus ou moins ennuyantes et finalement raconter une histoire pour que l'utilisateur se sente aussi concerné et se sente engagé pour finalement apporter participer à un processus de décision qui soit beaucoup plus clair, beaucoup plus simple et finalement où tout le monde va se retrouver. Donc, c'est ça, en quelques mots, le data storytelling. Bon, il y a plein de définitions différentes, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est de finalement transformer un peu ce qu'on fait avec du PowerPoint classique, mais avec une histoire qui est bien amenée, bien packagée, avec de la data visualisation qui va faire sens. Et justement, je pense que c'est intéressant de comprendre ce qui a amené finalement Datarockx vers le data storytelling, puisque, comme je disais, on est finalement une société qui a été créée en 2014. On va bientôt avoir 7 ans cette année. Et on a commencé, nous, plutôt dans le domaine du reporting, de la BI et du dashboarding. Et on a pivoté il y a 2 ans sur le sujet du data storytelling. Et comme bien souvent, le pivot a été amené du coup par nos clients. On avait constaté un cas d'usage finalement qui revenait assez souvent lorsqu'on travaillait finalement avec des utilisateurs métiers, des financiers, le marketing, etc. Souvent, nos utilisateurs avaient besoin de faire des présentations à leur comité de direction, donc pour présenter le résultat de leur activité. Et on a remarqué finalement un cheminement et des comportements assez similaires en différents clients. C'est qu'à chaque fois qu'on avait besoin de faire ces présentations au comité de direction, même si les clients étaient équipés d'outils de très bonne qualité, récents, interactifs, etc., de tableaux de bord et de reporting, ils avaient systématiquement ce réflexe d'extraire leurs données dans un fichier Excel, de faire leur tableau, leur graphique, etc. dans Excel, de copier-coller vers PowerPoint et de faire leur présentation. Et je pense que ce cas d'usage-là, vous pouvez, beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce cas d'usage. Et le problème, c'est que finalement, on rentre dans un process qui devient manuel, qui devient récurrent aussi, parce que souvent, les présentations à des comités de direction, c'est des choses qu'on fait assez régulièrement. Et donc, finalement, on perd en efficacité avec tout ce travail manuel. On jongle entre différents outils, donc nos outils métiers, les outils analytiques, du Excel, du PowerPoint, pour une finalité qui est de présenter finalement ces résultats. Et donc, on s'est posé sur ce sujet-là, on a réfléchi, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de proposer un outil qui va permettre de finalement mixer un peu tout ça sans quitter son système d'information décisionnelle, ramener ce côté data storytelling comme on peut le construire dans un PowerPoint, mais avec on dirait les atouts qu'on aurait dans un outil de dashboarding. Donc, c'est ça, et c'est cette histoire-là qui nous a nous emmenés vers le data storytelling. Finalement, construire un data storytelling, ce n'est pas forcément quelque chose de très compliqué. Il faut juste avoir les bonnes notions de départ pour pouvoir le faire. Et ça, ce n'est pas une question d'outils, ce n'est pas une question de solutions techniques. C'est vraiment avoir on va dire des bases dans la conception finalement d'une présentation qui reste efficace. Et l'outil en lui-même ne va pas être déterminant dans le résultat.
Par contre, ce qui va être déterminant, c'est utiliser le bon outil, ça va vous permettre de gagner du temps. Donc, on a vu dans l'exemple précédent qu'on jonglait avec différents outils lorsqu'on voulait faire un data storytelling dans une société plutôt classique. Le choix d'un outil plus adapté vous permettra d'automatiser certaines parties de ces tâches-là et finalement de vous faire gagner du temps. Et comme on sait, le temps en entreprise, c'est quelque chose qui n'est pas extensible. Donc, toutes les astuces qu'on pourra avoir pour l'optimiser sera la bienvenue. Pour moi, le facteur numéro 1 lorsqu'on veut réussir un bon data storytelling, et ça, c'est vrai pour le data storytelling, mais c'est vrai aussi pour le storytelling de façon générale. Lorsqu'on a besoin de présenter des idées, on doit savoir quel est notre objectif. Donc, on doit choisir son objectif, puisque ça va influer sur la façon dont vous allez présenter les éléments, la façon dont vous allez raconter l'histoire est liée à cet objectif-là. L'objectif est aussi lié à l'audience, parce que vous n'allez pas présenter une histoire de la même façon à votre comité de direction ou à vos équipes. D'un côté, vous allez essayer de convaincre, par exemple, pour dégager du budget supplémentaire pour un projet que vous souhaitez lancer. De l'autre côté, vous avez besoin d'engager l'équipe pour qu'elle vous suive finalement dans vos démarches opérationnelles. Donc, bien définir son objectif, c'est déjà une grande partie de fait lorsque vous vous lancez dans le storytelling. Puisque finalement, bien connaître son audience, connaître là où l'on va, ça va nous permettre d'écrire l'histoire qu'on a envie de faire. Et lorsqu'on va écrire l'histoire, la forme sera aussi importante que le fond. On va voir plus tard que le fond, finalement, ça va être beaucoup basé sur les datas, mais il ne faut pas négliger la forme. C'est-à-dire, lorsqu'on va présenter finalement le data storytelling, on va designer, on va créer des slides. Si ces slides sont bien présentés, si elles sont bien soignées, ça va aider à la compréhension. Après, il y a deux façons de voir les choses. On peut aussi imaginer le data storytelling pour que finalement le lecteur soit autonome dans le déroulé de son histoire. Donc, on peut imaginer qu'il n'y ait pas de speaker. Dans ce cas-là, on va travailler sur les annotations, travailler sur le texte, etc., pour donner suffisamment de contexte pour que la data soit suffisamment compréhensible pour que l'utilisateur puisse la consommer. Et on peut aussi travailler sur son data storytelling tout en ayant un speaker qui, lui, les slides vont finalement accompagner ce que le speaker va dire oralement. Là, après, il y a plusieurs écoles là-dessus. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi garder du temps à la fin de la présentation pour pouvoir interagir avec vous. Mais on va dire que de façon générale, il y a des règles assez simples lorsqu'on va designer des slides. L'élément numéro 1, c'est finalement ne pas mettre trop d'éléments sur une slide, surtout lorsqu'on a besoin de présenter et que on est en mode speaker, parce que l'utilisateur, si vous avez beaucoup d'éléments sur vos slides, il aura tendance à la lire et moins s'intéresser à ce que vous allez dire oralement. Après, il y a plusieurs écoles au niveau du design. Le but, c'est pas que tout le monde soit des designers, puisse faire des choses, on va dire, avec un effet waouh. Moi, je suis par exemple partisan de tout ce qui est assez minimaliste lorsqu'on va designer des slides. Donc, pas mettre beaucoup d'éléments, choisir ses titres, choisir des images adaptées, etc. Surtout, ne pas multiplier le nombre de couleurs qu'on va mettre sur un slide. Donc, avant de démarrer la conception de ces slides, bien choisir aussi sa palette de couleurs. Donc ça, c'est des éléments qui vont participer à l'aspect visuel de vos slides, mais qui auront pratiquement autant d'impact que le fond et les informations que vous allez transmettre sur vos slides. Finalement, j'ai repris ici une petite citation de quelqu'un qui parle de data storytelling depuis très longtemps et dont c'est un des spécialistes de la data que tout le monde qui côtoie un peu ce monde-là doit connaître. Et j'aime bien cette citation parce que ça montre bien la relation qu'il y a entre data vise et data storytelling, puisque depuis le début des bonnes pratiques, j'ai surtout parlé de forme et pas forcément de data, mais on va dire que ce qui va engager l'audience finalement, c'est de mettre les bonnes data visualisations qui vont illustrer notre histoire.
Et c'est ce que dit Philippe Newbourg. Finalement, data storytelling, c'est une histoire, et la data visualisation, ça va être les images qui vont permettre d'illustrer ça. Il a fait une très belle interview dans cet article-là, et je vous invite à aller le lire si vous avez l'occasion de le faire. Et du coup, là, pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail des bonnes pratiques de DataVis. Je sais que Synalytic a fait des webinaires dédiés à ce sujet-là. Donc, si vous voulez approfondir ce sujet-là, n'hésitez pas à aller voir les webinaires sur le sujet de Synalytic. Mais au final, qu'est-ce que c'est que la data visualisation? C'est le fait de choisir finalement la bonne représentation graphique pour vos données. Là, vous avez à l'écran 3 exemples de visualisation de données. Finalement, c'est exactement le même jeu de données qui est utilisé sur ces 3 graphiques, mais ce qui va changer, c'est la représentation. Et du coup, le fait de changer la représentation, ça va changer aussi le message que l'on souhaite transmettre. Comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on fait son data storytelling, on doit choisir ses objectifs, son objectif. Et le fait de choisir la bonne data visualisation, ça va permettre d'appuyer finalement son objectif. On voit que sur ce premier graphique, par exemple, on est sur, voilà, on veut plutôt montrer l'évolution, une tendance qui se dégage sur notre chiffre d'affaires. Donc, on va regarder ça plutôt avec une vision annuelle. Sur le deuxième graphique, on est plutôt en mode comparaison. Donc là, c'est si on veut insister sur un mois en particulier et comparer le chiffre d'affaires du mois et de l'année précédente, ça va être une visualisation qui sera plus adaptée à ce cas-là. Le troisième exemple, c'est plutôt, on veut mesurer les performances mensuelles de la vente de ces produits. Et ensuite, si on souhaite regarder plus en détail, regarder la participation de chaque année finalement à la performance mensuelle des mois. Donc finalement, la data visualisation, choisir la bonne data visualisation, c'est aussi choisir le bon message que l'on souhaite passer. Et là, le choix de la bonne représentation est indispensable. Ce qui est bien, c'est que finalement, ça paraît, voilà, on a choisi une visualisation, ça peut paraître intuitive à des gens, et c'est souvent pour ça qu'on retrouve souvent des pie charts dans le choix des data visualisations, mais c'est quelque chose qui doit être quand même réfléchi en fonction du message que l'on souhaite faire passer. Ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de message, on va dire qu'on n'a pas forcément une exhaustivité qui va rendre le sujet très complexe. Vous voyez sur ce schéma-là que finalement, on en a, voilà, il y a pratiquement 4 messages finalement à choisir. Est-ce qu'on veut montrer la relation qu'il y a au travers de mes données? Est-ce que c'est comparer des valeurs? Est-ce qu'on veut voir la proportion de participation des valeurs, etc. Et du coup, en fonction de ces 4 messages-là et de l'objectif de notre data storytelling, ça va nous permettre, nous, de choisir quelle visualisation est la plus importante. On va dire que là-dessus, un outil en lui-même ne va pas forcément vous permettre de le faire, parce que vous voyez que finalement, c'est des patterns plutôt au niveau du message, au niveau, voilà, c'est plutôt un humain qui va pouvoir choisir son message et qu'est-ce qu'on peut afficher. Par contre, là où l'outil peut vous aider, c'est en fonction de la nature des données, vous montrer les graphiques qui sont plus ou moins adaptés aux données que vous souhaitez placer. Et ensuite, vous, en tant que concepteur, vous aurez juste à choisir en fonction du message le graphique à afficher. Donc, comme je disais, c'est qu'on a vu ici quelques points importants lorsqu'on va créer du data storytelling. Donc, le fait de choisir ses objectifs, le fait de finalement d'avoir un design, une forme qui va rendre attractive finalement ce qu'on va présenter. On a vu que la data visualisation, finalement, ça va être tout ce qui va permettre d'illustrer, de renforcer son message. Mais du coup, on peut aller beaucoup plus loin grâce à des outils un peu modernes et innovants comme PowerSlide, en rajoutant de l'interactivité. Et ça va être l'objet de la démo, c'est comment, avec un outil comme PowerSlide, on peut intégrer finalement de la data vise sans quitter sa stack décisionnelle, sans extraire de la donnée dans des éléments statiques tels que PowerPoint et garder une certaine traçabilité au niveau de la donnée.
Je ne sais pas si Charlie veut rajouter un mot avant que j'enchaîne sur la démo. Non, je ne vais pas déjà faire de commentaires. Je préfère que tu fasses la démo et oui, par la suite, j'amènerai enfin des éléments de conclusion. Ok, parfait. Du coup, bon, je vais enchaîner sur la démo de PowerSlide. Donc, depuis le début finalement de cette présentation-là, on était déjà dans PowerSlide puisque finalement avec PowerSlide, on a eu l'idée de faire un outil qui est vraiment à mi-chemin entre un PowerPoint et un outil de self-service BI pour que finalement, au lieu que l'utilisateur jongle avec différents outils, il puisse tout faire dans une seule et même interface. Donc là, ce que je vais faire, c'est finalement, je vais créer en quelques minutes un petit data storytelling avec vous. Et justement, à la fin de la présentation, ça va être l'occasion d'échanger aussi sur cette démo et d'avoir un peu votre feedback sur PowerSlide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer d'une slide vide. Je vais démarrer de zéro. Donc là, je vais créer une slide dans PowerSlide. Donc, on va arriver dans une interface qu'on a voulu assez simple, assez facile à prendre en main. Le but, c'est qu'un utilisateur, finalement, qui utilise du PowerPoint ou des outils en ligne, type Canva, puisse se retrouver assez simplement dans l'interface. Donc, on démarre sur une slide vierge. L'idée, c'est que dans ce panneau à gauche de PowerSlide, on retrouve tous les éléments qu'on va pouvoir utiliser pour construire notre data storytelling. On a différents éléments statiques, on a la partie données, et du coup, c'est ces éléments-là qui vont vous permettre de designer vos slides. Tout le concept de PowerSlide a été construit autour de la notion de glisser-déposer, donc tout va se faire en glissant-déposant des éléments sur l'interface. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire une première page. Généralement, lorsqu'on fait une présentation, on démarre souvent avec une page de garde, une page de présentation finalement. Et là, vous voyez que dans PowerSlide, on peut, exactement comme si on était dans un PowerPoint, rajouter très simplement du texte, le personnaliser. Donc, on a rajouté ici toutes les options qui vont vous permettre de personnaliser votre texte, de changer la couleur de la police, de changer la taille. Donc là, si vous avez l'habitude de manipuler une solution de présentation, il n'y a pas de complexité majeure, ça reste assez simple. Donc, on a mis aussi pas mal d'éléments qui vont vous permettre de travailler sur le design. L'idée, c'est que nativement, lorsque vous faites votre glisser-déposer, la solution va vous présenter des options qui sont déjà de base intéressantes, mais on donne la possibilité à l'utilisateur d'aller assez loin ensuite dans le design. Dans les éléments statiques, donc on a du texte, on a des images, on a des formes, et c'est en combinant un peu tout ça qu'on va construire finalement la forme de sa présentation. L'idée, c'est de laisser finalement la main à l'utilisateur pour qu'il puisse exprimer s'il le souhaite toute sa créativité dans une solution comme PowerSlide. Donc là, si je veux créer des formes un peu spécial dans PowerSlide pour jouer sur de la matière, amener un peu de design. Donc, je peux sélectionner ici mes formes, changer la couleur et voilà. Et du coup, ça nous fait des petits patterns intéressants. Et là, vous voyez que sans quitter l'outil, finalement, j'arrive à designer en quelques secondes des formes, etc., qui vont permettre de rendre plus sympathique le visuel. De même pour les images, donc j'ai juste à glisser, déposer de la même façon que du texte et des formes, des images dans PowerSlide pour habiller notre présentation. Donc, il y a d'autres éléments. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les éléments statiques qu'il y a dans PowerSlide, mais je pense que vous avez saisi l'idée qu'il y a derrière l'outil.
là où ça va devenir vraiment très intéressant, c'est lorsqu'on a besoin de manipuler de la data, puisque finalement, c'est cette partie-là qui est intéressante et qui, dans PowerPoint, finalement, est assez limitée à l'ajout d'images ou de data qui sont plutôt statiques. Finalement, nous, dans PowerSlide, on a voulu quelque chose qui soit assez simple et que l'utilisateur va pouvoir manipuler aussi en glisser-déposer. Donc là, pour la démo, on va juste importer un fichier Excel. Donc, je vais prendre un fichier qui est sur mon disque dur. Donc, vous voyez, c'est un fichier classique avec des colonnes. On est sur un cas d'usage de vente de produits cosmétiques avec du chiffre d'affaires de l'année précédente, des produits, etc. Donc, c'est un cas d'usage que vous pouvez retrouver vous-même, soit en faisant une extraction de vos données, de votre outil de comptabilité, de votre outil de vente, etc. L'idée, c'est qu'on va mettre de la donnée brute dans PowerSlide, il n'y a pas forcément besoin de retraiter la donnée. On peut l'extraire de son logiciel métier, on peut l'extraire de son système d'information. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la donnée brute. Voilà, une fois qu'on a importé sa donnée dans PowerSlide, elle va apparaître dans ce panneau-là. On va retrouver ici, comme vous voyez, les différentes colonnes de mon jeu de données. Je vais partir sur le slide que je viens de créer. Et comme je disais précédemment, c'est que dans PowerSlide, tout est basé autour du glisser-déposer. Donc, si je veux voir finalement l'agrégation de mon chiffre d'affaires, j'aurais juste à prendre ici mon chiffre d'affaires, le glisser sur mon slide et automatiquement, l'outil va faire l'agrégation de données pour afficher mon chiffre d'affaires. Si je veux voir par exemple la progression de mon chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente, de la même façon et un peu à la façon d'un tableau croisé dynamique dans Excel, je vais juste croiser mon information sur le chiffre précédent. Donc, si je vois le chiffre d'affaires N-1 versus le chiffre d'affaires, j'aurais juste à prendre cette information, glisser dessus. Et là, je vois automatiquement que mon chiffre d'affaires est de 3,5 millions et je suis à plus 79% par rapport à l'année précédente. Là, exactement comme sur la partie statique, texte, image, graphique, on a voulu aussi, de la même façon, faire de la suggestion rapide et plutôt de bonne qualité à l'utilisateur, mais on propose, on lui donne la possibilité d'aller personnaliser au maximum ces différentes visualisations pour qu'au final, ça représente l'histoire qu'il veut raconter. Donc là, par exemple, si je veux garder uniquement le pourcentage sur mon graphique, j'aurais juste à cocher une option et là, automatiquement, j'affiche que le pourcentage. Donc, je pense que vous l'aurez compris, hein, c'est comme ça qu'on va construire finalement ces data visualisations dans PowerSlide. Donc, je vais juste, dans le cadre de la démo, rajouter quelques éléments pour vous montrer qu'en quelques minutes, on arrive à faire des choses qui sont plus ou moins sympas. Donc, je vais juste ici prendre mes mois. Donc, vous avez vu que dans mon jeu de données, finalement, j'avais que la date. Et là, de façon automatique, PowerSlide va extraire de la date les sous-éléments qui vont vous permettre ensuite de construire vos visualisations. Donc, ça, c'est un raccourci aussi qui peut être intéressant pour vous faire gagner du temps. Donc là, je vais prendre mes mois. Je vais prendre mon chiffre d'affaires. Donc, là, ce que j'ai envie de concevoir, c'est le croisement voir l'évolution mensuelle de mon chiffre d'affaires. Donc, j'ai juste à prendre ici mon chiffre d'affaires. Et là, automatiquement, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans PowerSlide, on va vous suggérer une visualisation en fonction de la nature des données. Donc là, ce qui va vous suggérer, c'est voir l'évolution de votre chiffre d'affaires. Si votre message, toutefois, est de plutôt avoir la comparaison, vous aurez bien évidemment la liberté de modifier cette visualisation, puisque là, l'idée, c'est que PowerSlide vous permet très simplement de switcher d'une visualisation à l'autre. Mais l'intérêt ici, c'est qu'il va vous proposer uniquement des visualisations qui sont adaptées à la nature des données que vous venez de déposer. Donc après, sur ce type de graphique, on peut bien évidemment aller modifier le titre. L'idée, c'est qu'on peut vraiment agir sur l'intégralité des éléments visuels de son slide pour simplifier la visualisation. Donc là, quelque chose qui pourrait être intéressant et qui est
souvent assez compliqué dans d'autres outils, c'est sur la gestion de la cartographie, de la géographie, puisque finalement, une des évolutions de la data viz ces dernières années, c'était aussi de pouvoir travailler sur tout ce qui est la spatialisation des données, donc représenter de façon géospatiale des données. Et c'est quelque chose qu'on a aussi intégré dans Power Slide. Donc, vous voyez qu'ici, dans mon jeu de données, j'ai des colonnes qui sont en jaune, des colonnes qui sont en noir. Finalement, là, c'est bon, dans le jargon BI, c'est ce qui va différencier une mesure, donc des données qu'on peut agréger comme le chiffre d'affaires d'une dimension qui est ici en noir. On voit qu'on a deux colonnes dans notre jeu de données, qui est le code postal et le code région, donc qui ont été tagués en dimension, puisqu'on a des algos derrière qui vont essayer de catégoriser les données. Sauf que là, on voit que finalement, ces données-là ont été mal catégorisées. Donc là, ce que je vais juste faire, c'est aller dans la partie source de données. Finalement, on va retrouver ici notre source de données. Et là, ce que j'aurai à faire, c'est de changer finalement ce tagging pour permettre à PowerShell de me suggérer finalement de la cartographie en fonction de mon jeu de données. Donc là, je suis sur des codes régions métropolitaines. Donc, je vais aller dire, je suis sur de la géographie. Et lorsqu'on tag une donnée en tant que géo dans PowerSlide, on va pouvoir lui affecter une carte sur laquelle on va pouvoir projeter la donnée. Donc, on est sur la carte des régions. Je sauvegarde mes modifications. Je retourne à ma présentation. Et là, tout ce que j'aurai à faire pour avoir une représentation finalement géographique des données, c'est d'aller prendre ici ma région, de croiser par exemple avec mon chiffre d'affaires. Et voilà, et là, PowerShell va me proposer une visualisation finalement géographique de mes données, puisqu'il aura eu l'information précédemment que c'est des données géographiques. Et là, ça me permet de voir que finalement, mon activité est plutôt basée sur le sud de la France, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, vous voyez que là, en quelques minutes, on arrive à créer des visualisations qui sont déjà très intéressantes avec PowerSlide, sans avoir la complexité qu'on pourrait avoir dans d'autres outils et sans aussi jongler avec plusieurs outils comme Excel ou PowerPoint pour avoir des choses qui visuellement sont agréables. Donc, après, on peut continuer à agrémenter cette présentation avec des éléments pour travailler un peu plus sur le côté, le côté design, storytelling, etc. et rendre ça plus attrayant dans le cadre d'une présentation. Donc, ce qui est intéressant dans PowerSlide, ça va être le fait de pouvoir aussi travailler un peu sur l'aspect visuel de ces images sans quitter l'outil, puisque ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler aussi, c'est de pouvoir éditer des images directement dans PowerSlide, toujours dans cette volonté d'éviter d'aller jongler en différents outils pour finalement faire une seule et même action qui est de travailler sur son storytelling. Donc voilà, quand on travaille sur des slides, il y a des éléments qui peuvent être intéressants. Donc là, par exemple, si je modifie l'aspect visuel de ce graphique, je vais juste rajouter par exemple une ombre portée. Vous voyez que je change ce visuel-là, mais celui-là, je n'ai pas modifié celui-là. Donc je peux, comme vous avez dans Excel par exemple sur le copier le style, j'ai la même fonctionnalité dans PowerSlide. Je peux aller prendre l'élément, copier le style. Et là, ça me permet d'avoir une cohérence finalement graphique entre mes différents éléments. Donc, voilà une petite présentation rapide des fonctionnalités de PowerSlide. Il y a d'autres choses qui sont vraiment, finalement, vraiment très orientées, vraiment très adaptées, puisque au data storytelling, et notamment tout ce qui est modèle, puisqu'on a vu que lorsqu'on design un slide, et souvent c'est le cas en entreprise, on a des templates plutôt corporate, on a besoin de les réutiliser, etc. Et dans PowerSlide, on peut créer finalement un slide et ensuite créer un modèle sur ce slide-là pour pouvoir le réutiliser simplement. Donc ça va être aussi, ça va faire partie aussi des petites fonctionnalités qu'on a rajoutées dans l'outil, qui va vraiment marquer un peu notre différence avec des outils de self-service BI et qui nous ancrent concrètement dans le côté data storytelling. Et ça, c'est vraiment très intéressant lorsqu'on a besoin de réutiliser des éléments.
Donc là, par exemple, j'avais créé une slide de fin ici. J'ai juste à glisser, déposer sur l'interface et ça permet de réutiliser comme ça des éléments. Donc voilà pour une petite présentation rapide. Ce qui est intéressant avec PowerSlide, c'est qu'au niveau du partage, on peut très simplement partager les présentations, que ce soit en interne, donc avec des utilisateurs qui auront un login mot de passe sur PowerSlide, mais aussi en version publique. Et ça peut être très intéressant lorsqu'on a besoin de diffuser finalement son information, soit en interne, sur son réseau interne, on peut envoyer ce lien par mail, soit aussi si on a besoin de mettre son PowerSlide finalement en public sur un site web, ça peut être une fonctionnalité très sympa. Donc d'ailleurs, on donne le code iframe pour pouvoir intégrer ça très simplement sur un site. Et là, vous voyez qu'en quelques minutes, finalement, on arrive à faire une petite présentation qui a du style, qui ne nous a pas pris beaucoup de temps et surtout dans laquelle on a, voilà, on a mis de la data, on a de l'interactivité. Et ça, c'est on va dire, le vrai plus que va permettre PowerSlide par rapport à une combinaison Excel PowerPoint. Donc voilà, je vous mets dans le chat, je ne sais pas si j'ai accès au chat, le lien de la présentation et on peut passer du coup à la partie interaction, questions-réponses, parce que je pense que c'est ça aussi qui est intéressant dans ce format webinaire. Mais moi je suis content enfin, qu'on ait eu cette petite présentation enfin, de PowerSlide pour effectivement enfin, permettre aux gens de découvrir enfin, cette solution. Et puisque chez Synaltic, on a des outils on promeut des outils de data viz, on promeut des outils d'informatique décisionnelle. Mais ce qui est important à noter ici, c'est cette volonté d'un outil qui se veut simple, et qui n'a pas volonté, en tout cas à date, à aller dans une complexité, mais plutôt aussi aider les utilisateurs à bien présenter de la donnée, mais ici des utilisateurs qui ne sont pas forcément ceux justement de l'ABI classique. L'idée, c'est vraiment de rapprocher encore l'utilisation de la data visualisation, ou en tout cas enfin, l'exploitation des données à un public un peu moins initié que ce qu'on a connu jusque-là. Et c'est ça qui est intéressant, c'est on a aujourd'hui la possibilité d'avoir un certain nombre d'outils. Je pense à notre fameux Dremio où l'idée là enfin, va être faciliter l'accès à la donnée et son partage. Mais ici, c'est vraiment permettre à l'utilisateur métier de prendre en main cette donnée auquel on lui a souvent donné accès précédemment avec des fichiers Excel, mais d'en faire quelque chose qui lui ressemble et qui répond tout de suite à la question qu'il se pose, et avec des visualisations, certes simples peut-être, mais qui permet effectivement de s'approprier la donnée, de partager ce que l'utilisateur en aura compris, et de façon très simple. Et c'est vraiment cette simplicité-là qui est utile et qui ouvre d'autres possibilités que ce qu'on avait l'habitude de voir autour des outils décisionnels. C'est vraiment cet apport vers un public vraiment plus large que ce qu'on avait eu aujourd'hui, parce que je pense qu'on fait une nouvelle étape. Il y avait déjà effectivement des outils enfin, comme Tableau, hein, parce que chez Synaltic, on aime à promouvoir Tableau aussi, qui permettent effectivement, qui avait fait un grand pas déjà vers l'aspect self-service. Mais là, en fait, il y a vraiment un nouveau pas dans l'autonomisation enfin, des utilisateurs qui sont, à mon sens, effectivement, enfin, c'est un autre public. C'est pas forcément, en fait, je ne pense pas que PowerSlide est à mettre en concurrence d'outils qu'on a déjà, en fait, dans les stacks décisionnels. Je pense que ça s'adresse à un public bien plus large. Et comme enfin, ça a beaucoup été cité ici par Ludovic, et vous aurez noté, hein, il a jamais dit tableau de bord, il a dit slide. Et donc ça, je trouve ça très important, puisque c'est cette facilité-là, tel un PowerPoint, tel un traitement de texte, c'est ça en fait qui est recherché ici. Et on avait à cœur effectivement de présenter ces nouvelles approches pour permettre à beaucoup plus
d'utilisateurs dans les organisations d'accéder à la donnée, à la partager et à en faire, comment dirais-je, à se l'approprier et à décider avec, puisque c'est quand même ça qui intéresse. Ouais, Je laisse voir complètement. aussi, vous avez quelques questions dans le chat de certains participants. Ouais, effectivement, il y a deux questions là. La première, c'est justement la réutilisation lorsqu'on a des outils BI. Et là, Charlie, finalement, l'a bien résumé, un Power Slide se veut pas concurrent d'outils existants type Power BI, Tableau, etc. Donc, on peut couvrir évidemment une partie du spectre sur des cas d'usage, tableau de bord, lorsque c'est vraiment dédié à l'utilisateur final, etc. Mais sur la partie analytique, etc., c'est vraiment pas le marché sur lequel on veut partir. Par contre, on vient en complément, on est un peu, et c'est un terme qui est un peu à la mode, on est plutôt l'outil qui va accompagner le dernier kilomètre de la donnée entre la partie analytique et la partie utilisateur métier. Donc, on ne va pas pouvoir importer et la question c'était est-ce qu'on peut apporter des données, des documents de solutions BI traditionnelles type BO, Power BI, Sisense, Qlik, etc. Non, on ne va pas pouvoir le faire nativement dans Power Slide. Par contre, ce que je n'ai pas montré dans la présentation, c'est qu'au niveau des sources de données, Power Slide va pouvoir se connecter aussi à des bases de données, on va dire, plus traditionnelles. Et ça va permettre finalement à Power Slide de se connecter sur le même écosystème que votre outil BI sur lequel il se connecte et du coup importer de la donnée facilement et pouvoir la redesigner à votre façon. Donc, si vous avez du Qlik, du Tableau, du Power BI, probablement vous avez déjà des bases de données structurées. On va pouvoir mettre directement Power Slide sur ces bases de données-là pour pouvoir extraire l'information et ensuite, comme vous avez vu, hein, c'est très rapide hein, de refaire des visualisations ensuite avec Power Slide. Et la deuxième question, c'était sur la partie sécurité. Donc, effectivement, Power Slide, nous, le mode de commercialisation qu'on met en avant, c'est évidemment le cloud parce que ça permet de diffuser la solution plus simplement. Par contre, effectivement, on propose aussi du Power Slide on-premise puisqu'on a eu à cœur aussi de développer la solution pour qu'elle soit la plus portable possible. On est ce qu'on appelle on n'est pas dépendant d'un provider cloud, donc on peut proposer effectivement du Power Slide on-premise. Après, ça va dépendre de la typologie du client, ça va dépendre de la ressource aussi que le client peut mettre à disposition. Est-ce qu'il a le système d'information qui peut accueillir Power Slide, mais c'est une possibilité d'installation de Power Slide. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste vous montrer visuellement l'intégration de Power Slide, ce que ça peut donner dans un site web, puisque, comme on disait, c'est que un des leitmotifs de Power Slide aussi, c'est de diffuser au maximum l'information. Et donc, on a vu qu'on peut designer des slides dans Power Slide et ensuite de le mettre à disposition très simplement sur un site web. Ça participe aussi à la mouvance Open Data. On commence à travailler de plus en plus avec des collectivités publiques. L'idée, c'est de rendre la donnée la plus simple, la plus accessible. Et donc, on peut prendre un Power Slide et de cette façon-là, l'intégrer dans un site existant pour pouvoir apporter ce côté data storytelling à des sites web plutôt classiques ou dans le cadre de projets Open Data. Donc, ça peut être une des fonctionnalités intéressantes de Power Slide. Et de la même façon, c'est peut-être pas forcément le public qu'on a aujourd'hui, mais on peut aussi intégrer Power Slide dans des applications existantes pour finalement apporter ce côté simplicité au niveau de la data vise et du data storytelling dans des logiciels existants. Donc, on peut imaginer des logiciels métiers, on peut intégrer du Power Slide à l'intérieur, ce qui va permettre finalement des éditeurs de logiciels de proposer une brique innovante et interactive sur la partie data. Donc, il y a une question de Laurent dans le chat. Donc, est-ce qu'il est possible de filtrer des données en suivant les droits d'une personne? Par exemple, un directeur de sales US ne verrait pas les données en Europe. Effectivement, ça, c'est une fonctionnalité qui existe dans Power Slide. Et ça, c'est un cas qui peut arriver aussi dans le cadre du storytelling, hein, puisqu'on peut imaginer qu'on crée un seul storytelling, mais adressé à plusieurs régions, adressé à plusieurs équipes, etc. Et donc, dans Power Slide, au niveau des utilisateurs, on peut rajouter des clés finalement. Donc là, on peut imaginer que
la clé soit la région, la valeur soit US ou Europe. Et du coup, dans Power BI, finalement, quand on va être au niveau des sources de données ici, et je ne l'ai pas montré parce que ce n'est pas forcément le cadre de ce webinaire, mais on a énormément de possibilités sur le filtrage de la donnée. Donc, on a vu pendant le webinaire le filtrage interactif lorsqu'on cliquait sur des éléments, mais on peut aussi filtrer la donnée avant qu'elle arrive dans le navigateur du client. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut ajouter cette fonctionnalité qui est de filtrer en fonction du profil de l'utilisateur. Donc ici, code région. Donc si j'avais eu un attribut utilisateur, on aurait eu ici l'option code région et du coup qui irait prendre dynamiquement l'attribut qui a été paramétré au niveau de l'utilisateur. Donc on peut effectivement couvrir ce cas d'usage-là avec Power BI et ça peut être intéressant effectivement dans le cadre de la diffusion de reporting commercial, mais ça peut être aussi intéressant dans le cadre de projets open data où on aurait des tableaux de bord thématiques sur différents territoires et en fonction de son profil, on verrait que le territoire qui nous intéresse, que ce soit l'Île-de-France, que ce soit l'Outre-mer, etc. Ludovic, ouais, j'aurais quand même une question, enfin, histoire que tu confirmes un peu ce que j'ai laissé entendre. C'est est-ce que quand même, finalement, Power Slide dans vos utilisateurs actuels chez tes clients, c'est effectivement des utilisateurs qui sont plutôt très, très métiers et pas du tout, enfin, j'ai envie de dire, pas du tout de la DSI, pas du tout de data scientist, pas du tout data analyst. Est-ce que c'est quand même ça les utilisateurs que vous avez? Oui, tout à fait. Enfin, je confirme complètement ce que tu dis, hein, parce que de toute façon, nous, vous avez vu, hein, l'interface était vraiment imaginée pour que ce soit simple à utiliser. Et effectivement, on a plutôt des gens du métier qui utilisent du Power Slide. Et c'est intéressant parce que nous, on vient du monde de la data, donc on a des réflexes data, etc. Et c'est toujours intéressant de découvrir comment des utilisateurs métiers utilisent un peu Power Slide, parce que là, nous, on a beaucoup insisté sur les data viz, etc. Mais on a des utilisateurs qui utilisent pratiquement Power BI comme un CMS, puisqu'ils vont pouvoir designer très finement des éléments à placer sur une page web avec de la data visualisation, etc. Et ils en font vraiment des documents très visuels, beaucoup plus loin que ce que nous, on a pu produire en interne. Et ça, c'est intéressant aussi de voir que le business, lui, il a besoin de data, mais il a besoin d'énormément d'éléments de design à côté. Et ça, c'est des cas d'usage qu'on découvre au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on arrive comme ça à enrichir les fonctionnalités, moins data de Power BI, mais plus côté design pour couvrir le besoin de ces utilisateurs métiers. OK. Mais je pense qu'on peut conclure. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, mais je pense que tu as répondu aux 2-3 questions enfin, qu'on avait dans la discussion. Tu peux, ouais, je te laisse conclure. Et OK. puis Alexandra reprendra la main enfin, si elle veut nous toucher 2 mots. OK, parfait. Déjà, merci à tous d'avoir assisté au webinaire. Ça me fait plaisir d'avoir eu autant de personnes connectées aussi et de pouvoir vous présenter Power Slide. Donc, n'hésitez pas aussi à aller découvrir le site de Power Slide et éventuellement de créer un compte de test, hein. Vous pouvez tester gratuitement Power Slide pendant 14 jours. Et surtout, merci aussi à Synaltic de nous avoir accueillis sur leur webinaire. Et comme dit, hein, ça participe aussi à leur volonté de proposer de l'innovation à leurs propres clients, de dénicher des talents. Et du coup, merci à vous, merci à Charlie. En tout cas, merci beaucoup et à bientôt.